Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de vous revoir. Je commence par nous rappeler nos questions principales dans cette enquête. Voilà. La première question, c'était serait une protection supranationale de la démocratie et de l'état de droit légitime en Europe? Deuxième question, la question des critères. C'est un peu un autre sujet de la conférence aujourd'hui. Troisième question, qui doit être le gardien de la démocratie et de l'état de droit? Peut-être la Commission européenne, peut-être les autres États membres de l'Union européenne, peut-être une institution complètement nouvelle. Je vous donne la réponse pendant la dernière conférence. Et quatrième question, la question des sanctions. Plutôt, pour faire bref, des carottes ou plutôt des bâtons? Alors, peut-être vous vous souvenez qu'on a déjà emprunté quelques idées de la théorie de la démocratie militante du grand juriste et politiste allemand Karl Löwenstein pour dire que oui, quelquefois, il est tout à fait légitime pour une institution non élue de protéger la démocratie. Certes, c'est une théorie très controversée, mais en principe, ça serait possible. Et peut-être vous vous souvenez aussi que la dernière fois, on a parlé de quelques justifications d'une telle stratégie en Europe. On a parlé de la nécessité d'avoir la confiance mutuelle parmi les cours européennes. La construction de l'Union européenne ne marche pas du tout sans cette confiance mutuelle, sans être sûr que les systèmes judiciaires sont vraiment indépendants, que l'état des droits fonctionne vraiment dans les autres États membres. Certes, ce n'est pas un argument démocratique, c'est plutôt un argument qui reste sur la nature du fédéralisme, mais il y a aussi un argument plutôt démocratique. Bien sûr, on pourrait dire que bon, s'il y a des problèmes en Hongrie, en Pologne, après tout, les Hongrois et les Polonais doivent céder eux-mêmes. Certes, on peut dire ça. Mais comme je disais la dernière fois, tous les Européens, tous les citoyens dans l'Union européenne, d'une certaine façon, ont le droit de n'être pas gouvernés par une autocratie. Et vous vous souvenez peut-être que déjà en 2022, le Parlement européen a décidé que l'Hongrie aujourd'hui n'est plus une démocratie, mais maintenant c'est une autocratie électorale. Bon, comme je disais, aujourd'hui, on regarde en face la question des critères pour décider si on peut vraiment déterminer ces questions autour des systèmes politiques, si on peut vraiment faire une distinction claire entre autocratie et démocratie. Comme on a vu la dernière fois, il y a toujours un soupçon de l'hypocrisie autour des questions comme ça. Par exemple, on dit souvent que comment est-il possible qu'au Canada, par exemple, ou en Grande-Bretagne, on a une compréhension plutôt majoritaire de la démocratie, et ça reste parfaitement légitime. On a une compréhension du Parlement plutôt, si vous voulez, souverainiste, c'est tout à fait légitime. Les cours sont là, c'est vrai, mais les cours ne peuvent pas annuler les lois au Canada et les cours suprêmes ne peuvent pas annuler les lois au Canada et au Grande-Bretagne. Et en même temps, on dit qu'en Pologne, il y a un grand problème si le gouvernement récuse les décisions du tribunal constitutionnel. Alors, c'est ça le problème, qu'on a l'impression qu'on n'a pas vraiment des mesures assez claires, on n'a pas vraiment des critères assez clairs pour décider
c'est ce qui est légitime ou c'est ce qui n'est pas légitime. Aussi, je répète qu'il y a pas mal des observateurs qui nous disent qu'il y avait certainement dans les années 90, si j'ose dire, une extension du domaine de la lutte. Je veux dire qu'on a d'une certaine façon vu une expansion du constitutionnalisme et aussi une expansion des contraintes supranationales. Et maintenant, on a, par exemple, prêt à dire, si vous êtes, par exemple, contre le mariage homosexuel, vous n'êtes pas démocrate. C'est cette extension de la définition de la démocratie et aussi cette extension du constitutionnalisme qui a créé, selon quelques observateurs, un vrai problème politique et qui a aussi, d'une certaine façon, créé des nouveaux conflits entre libéralisme et antilibéralisme, entre ces contraintes, ces institutions supranationales et les démocraties à l'échelle des États nationaux. Par exemple, on a des contributions comme ça. Le grand juriste Martin Laughlin publiait un livre avec un titre assez clair, Against Constitutionalism, et aussi un nouveau livre de notre collègue allemand, Philipp Manon, Unter Beobachtung, sur surveillance, qui critique très très fortement ce nouveau constitutionnalisme au nom du peuple, au nom de la démocratie, et en fait récuse ce nouveau constitutionnalisme. Et selon eux, c'est aussi justifié de dire qu'en Hongrie et en Pologne, on a effectivement vu une révolte contre le contrôle juridictionnel. Voilà, on verra si ça c'est vraiment le cas. Pour le moment, je veux dire quelques mots précisément sur la distinction entre démocratie et autocratie. Et je veux commencer avec 3 arguments parce qu'il faut se rendre compte du fait que les autocraties ont aussi changé dans notre époque. Alors je commence avec quelques remarques sur les autocraties d'aujourd'hui en général. Je vous offre quelques mots sur les techniques de manipuler les élections et aussi l'état de droit. Et aussi, troisièmement, quelques mots sur les stratégies pour, si j'ose dire, de tromper des observateurs à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que je m'explique? Ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon, les autocraties, en ce qui concerne leur pratique, mais aussi en ce qui concerne leur rhétorique, ont profondément changé. Et ça commence avec le fait qu'aujourd'hui, presque tout le monde veut être perçu comme démocrate. Même la Chine. Peut-être vous vous souvenez, c'était au décembre 2021, autour du premier sommet du Joe Biden sur la démocratie aujourd'hui, que la Chine publie un texte qui affirme que la Chine, c'est aussi une démocratie. En fait, c'est, entre guillemets, une démocratie populaire sur l'ensemble du processus. Ne demandez-me pas ce que ça veut dire exactement, je ne sais pas, mais certainement, ça a devenu la doctrine officielle de Xi Jinping. Ce que ça veut dire que tout le monde doit répéter ces mots sur l'ensemble du processus, etc. etc. Certes, ce n'est pas complètement nouveau, ce développement. Par exemple, au XXe siècle, il y avait aussi des philosophes, des idéologues, si vous voulez, qui insistaient sur la nécessité de voir, par exemple, même le fascisme comme une forme de la démocratie. C'était pendant les années 20, par exemple, que Giovanni Gentile, le ministre de la Culture de Mussolini, publiait un article dans Foreign Affairs où il disait que l'État fasciste est en fait l'État démocratique par excellence. Et même chez les nazis, on trouve quelques théories de la démocratie germanique,
qui était contre les plutocraties anglo-saxonnes, etc. Alors, ce n'est pas complètement nouveau, mais quand même, c'est important que tout le monde veut dire nous aussi sommes les démocraties. Et je me permets une petite parenthèse sur le populisme, parce que comme vous savez, le mot populisme est partout aujourd'hui. C'est important parce que le populisme, après tout, s'inscrit aussi dans un imaginaire démocratique. À mon avis, le populisme n'est pas vraiment démocratique. Il y a toujours, si vous voulez, une dérive autoritaire parce que, à mon avis, ce qui compte, c'est que les populistes nous disent que ce sont eux, et seulement eux, qui représentent, c'est ce qu'ils appellent souvent le peuple vrai, entre guillemets. Et cette, si vous voulez, revendication de monopole, de représentation du peuple vrai, ça implique, premièrement, c'est assez évident, que tous les autres membres de la classe politique sont complètement corrompus. Ça, c'est très évident, je sais. Mais il y a une autre conséquence qui peut-être est moins évidente, c'est qu'ils disent aussi que tous les citoyens, tous ceux parmi le peuple qui ne conforment pas à leur définition, qui est plutôt symbolique, du peuple vrai, n'appartiennent pas du tout au peuple. Et même, en même temps, ceux qui ne soutiennent pas les populistes aussi n'appartiennent pas vraiment au peuple vrai. Alors, si vous voulez, c'est un antipluralisme, c'est une politique de l'exclusion, et c'est à cause de ça que je dis que ce n'est pas vraiment une idéologie ou même stratégie démocratique. Peut-être pour vous donner un petit exemple, on a parlé beaucoup de l'Inde cette semaine. C'est très clair que selon Narendra Modi, il y a un vrai peuple et il y a une minorité. Bon, les musulmans en Inde, c'est quand même, si je me souviens bien, ce sont quand même 200 millions, mais quand même, c'est une minorité très vulnérable et ils n'appartiennent pas vraiment au peuple vrai. Alors, c'est ce que je veux dire sur le populisme, mais quand même, on parle une langue apparemment démocratique. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas la même chose comme au XXe siècle avec des régimes qui récusent la démocratie d'une manière officielle. J'ai dit aussi que, selon pas mal des études, les autocraties, en gros, aujourd'hui, sont moins violents parce qu'ils contrôlent les sociétés par contrôler l'opinion publique, par si vous voulez, par le spin et pas par le peur. C'est une étude très, très importante de nos collègues Sergei Guriev et Daniel Treisman sur ce qu'ils appellent spin dictators. Ce ne sont plus des dictateurs de la peur, maintenant ce sont les dictateurs qui effectivement contrôlent leur société sans beaucoup des répressions très évidentes. Certes, ils gardent la répression, la violence en réserve. Par exemple, c'est très évident que Poutine était prêt à tolérer quelques journalistes, des vrais journalistes, sur des sites Internet, mais après février 2022, c'était fini. On a même plus voulu maintenir une façade démocratique et, comme vous savez, maintenant le régime est très, très répressif. Ce qui est important aussi, c'est que les autocrates peuvent apprendre les unes des autres. Ce que je veux dire, c'est qu'on a trouvé une manière de copier on ne peut pas vraiment dire des bonnes pratiques, ce sont plutôt des mauvaises pratiques, mais si vous pensez par exemple à une loi apparemment assez neutre, qui effectivement sert pour contrôler les ONG.
Et on peut copier les choses comme ça d'une manière très facile. Et on a vu ça presque partout aujourd'hui. Les autocrates peuvent aussi apprendre de l'histoire. Et pour faire bref, ils peuvent apprendre comment on peut éviter de produire des images qui évoquent trop clairement les souvenirs des dictatures extrêmement brutales du XXe siècle. On ne veut pas montrer la violence, on peut plutôt, comme je disais, contrôler les médias, aussi contrôler l'éducation. C'est à cause de ça qu'il y a pas mal, comme vous savez, des grands combats autour des universités partout. Bon, peut-être pas toujours des autocraties, mais des régimes hybrides, des démocraties qui ne marchent pas non plus. Alors, j'ajoute qu'une autre chose qui est très importante pour les autocraties aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé le légalisme autocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne trouve pas forcément, encore une fois, pas forcément la violence, pas forcément non plus une infraction des lois ou des règles. On ne respecte pas, c'est clair, l'esprit des lois, mais d'une certaine façon, officiellement, on a prêt à respecter les règles, mais d'une manière très particulière. Et c'est toujours pour effectivement achever une concentration de pouvoir. Je m'explique un peu plus avec un concept développé par mon collègue Kim Shepley à Princeton. Le concept de Frankenstate. Qu'est-ce que ça veut dire? Je cite mon collègue, « Un Frankenstate est une forme abusive de règles, créée en combinant des morceaux d'institutions démocratiques parfaitement raisonnables de manière monstrueuse. Un peu comme le monstre de Frankenstein a été créé à partir des morceaux d'autres êtres vivants et des morceaux complètement normaux. Aucune partie n'est néfaste, mais l'horreur émerge des combinaisons. » Et c'est une observation, une théorie très importante parce que c'est exactement ça qu'on peut observer avec pas mal de régimes qui pratiquent aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler un abus du constitutionnalisme comparatif. On est toujours prêt à dire, bon, il n'y a aucun problème parce que ça existe aussi dans les démocraties, au-dessus de tout soupçon. Ça existe en Allemagne, ça existe en Norvège, et si on fait ça en Pologne, il n'y a aucun problème. Mais évidemment, on ne veut pas vraiment regarder le contexte des institutions. On prend, comme l'a dit Shepley, on prend des morceaux, on isole des morceaux et on fait des combinaisons plutôt néfastes pour achever cette concentration du pouvoir. C'est ce qu'on fait aussi, clairement, c'est qu'on utilise des règles apparemment neutres, apparemment complètement généraux, et visant des résultats politiques. Je vous donne un exemple. L'abaissement de l'âge de la retraite des juges en Hongrie, des 70 ans à 62 ans. Ce n'est pas prohibé, mais le résultat était évidemment qu'on a remplacé les juges indépendants par, pour faire bref, des pions, des juges complètement partisans, parce que c'était un parti et seulement un parti qui pouvait nommer les juges. Alors, pour faire bref, c'est ce qu'on peut voir, c'est une réduction du pluralisme dans le système judiciaire. Comme en Hongrie, c'est seulement un parti qui peut nommer les juges. Et aussi, c'est peut-être complètement évident, c'est peut-être une banalité, une réduction de responsabilité. Par exemple, encore une fois en Hongrie, le procureur général n'est pas responsable de tout. On ne peut rien faire si cette personne n'est pas prête à faire quelque chose contre la corruption. Comme tout le monde le sait, la corruption est partout. On a même créé, c'est ce qu'un grand sociologue hongrois, Bálint Mágyá, appelle un État mafia
qui sert évidemment à l'enrichissement des oligarques autour de Viktor Orban, mais car le procureur général est avec le parti Fidesz, on ne peut rien faire. Alors c'est ça, c'est ce qu'on peut appeler légalisme autocratique. Ce ne sont pas des infractions, ce ne sont pas des choses qu'on peut critiquer par dire non, on n'a pas respecté le processus. On a respecté le processus, mais les résultats sont clairs et les résultats sont toujours, comme je disais, une concentration du pouvoir, une réduction de responsabilité. J'ajoute aussi qu'il y a deux facteurs qui sont importants pour comprendre ces stratégies. Évidemment, le légalisme autocratique fonctionne mieux si vous avez une majorité suffisante pour changer la Constitution. Encore une fois, c'est exactement la situation en Hongrie. On a vu plusieurs fois que même avec une cour constitutionnelle capturée, de temps en temps, les juges ont annulé une loi. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On met la loi dans la Constitution. Et la cour ne peut rien faire. Alors ça, c'est vraiment un contrôle total. Mais comme vous savez, ce n'était pas exactement comme ça en Pologne. Le parti Droit et Justice n'a pas eu une majorité suffisante pour changer la Constitution. Et à cause de ça, les infractions, leur stratégie pour capturer le tribunal constitutionnel était beaucoup plus visible, beaucoup plus problématique. Et d'une certaine façon, c'était beaucoup plus facile pour la Commission européenne de dire voilà, ça ne marche pas, ce sont évidemment des stratégies qui ne respectent pas la Constitution. Un autre facteur qui est très important, c'est ce qu'on pourrait appeler en gros le timing ou les kairos. Comme toujours en politique, l'usage du temps est un facteur essentiel. Et ici, on a vu plusieurs fois que, effectivement, pendant que l'Union européenne enquête sur des changements des institutions, on crée des faits accomplis. Les juges sont installés et le processus des légalismes autocratiques est terminé et personne ne sait qu'est-ce qu'on peut faire après. Si on peut supprimer les juges ou changer les juges après on a vu des faits accomplis. Et d'une certaine façon, on pourrait même dire que les autocrates ont toujours une longueur d'avance sur les réactions à leur changement des institutions. On a vu ça très très clairement pendant les années dernières. Alors voilà, ayant analysé l'état des droits un peu, je me tourne vers la démocratie elle-même. C'est peut-être complètement évident que c'est ce que les autocrates qui ont encore les élections font, c'est manipuler les règles et utiliser l'appareil de l'État pour qu'une alternance entre différents partis devienne quasiment impossible. Je m'appuie ici sur une définition très, très minimale de la démocratie. Ce sont un peu les définitions du grand économiste autrichien Joseph Schumpeter et le grand politiste Adam Przeworski. Selon eux, les élections, non, ce ne sont pas des pièges à camp, non, c'est un mode de gestion et de pacification des conflits. Je comprends bien que pas tout le monde est d'accord avec ça, c'est vraiment minimal. Quand même, ça donne on peut tirer une leçon assez claire. Si on ne peut jamais observer une alternance des partis, peut-être il y a un problème. C'est aussi la raison pourquoi Przeworski a nous donné une définition vraiment très, 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 très brève de la démocratie. Je cite, « La démocratie, c'est un système politique
dans lesquels les partis perdent des élections. Ça peut apparaître banal, mais c'est assez profond. Parce qu'évidemment, ce sont toujours les mêmes partis. Il a aussi créé cette expression, cette théorie autour de ce que Tchervorsky appelle l'incertitude institutionnalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une démocratie, en gros, les règles sont préétablies et sont assez claires. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer les règles, c'est clair, mais en général, on sait comment les élections marchent. Mais les résultats, non pas prévisibles. Avec les autocraties, c'est exactement l'inverse. Les résultats sont toujours clairs. Ça sera toujours Poutine. Mais on peut changer les règles tout le temps. Peut-être vous vous souvenez que, pas avec cette élection présidentielle, mais l'élection avant, ils ont changé les règles au dernier moment contre les stratégies de Navalny pour être sûr que les résultats est le bon résultat de 70%, 80% pour Poutine. Alors, Tchervorsky nous dit aussi, et je cite, « Tant que les résultats restent incertains, tant que les candidats ne peuvent influencer que la probabilité de leur victoire et qu'il demeure toujours une place pour l'imprévu, les élections sont concurrentielles. » Et ça, à mon avis, c'est essentiel, que ça reste en place. Et je dis encore une fois, c'est pas tout à fait banal. Parce qu'on trouve aujourd'hui une soixantaine de pays, dont la Russie évidemment et la Chine, qui n'ont jamais connu d'élections conduisant à une passation de pouvoir entre deux partis différents. Une soixantaine de pays qui ont des élections et rien ne change du tout. Certes, la frontière exacte entre élections concurrentielles et non concurrentielles est une question très complexe. Et certes, on peut s'interroger sur les méthodes, sur la méthodologie des institutions, des observatoires, comme vous savez, Freedom House, Varieties of Democracy. Si on regarde un peu près, on peut certainement poser des questions. Par exemple, VIDEM, qui est très très reconnu, mais quand même, leur méthodologie, c'est effectivement poser des questions aux experts. Normalement, ce sont 5 experts pour chaque pays. En total, ils ont 3700 experts. Mais qui est un expert exactement? Plusieurs fois, on m'a envoyé des emails et posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la démocratie en Serbie? Bon, je sais quelque chose sur la Serbie, mais je ne suis pas expert, c'est complètement évident. Et bon, ça m'a fait réfléchir un peu, comment on trouve exactement les experts des pays. Peut-être moins évident, il y a certainement des problèmes avec quelques comparaisons. Par exemple, avec une Cour suprême qui ne peut pas contrôler des lois d'un point de vue normatif, il est beaucoup plus facile pour les experts de dire « oui, le gouvernement, en gros, respecte les décisions des cours, parce qu'il n'y a jamais un problème. » Si vous avez une Cour constitutionnelle qui est très, très forte, et s'il y a vraiment des affrontements, la situation est complètement différente. Mais on ne peut pas simplement dire, voilà, c'est la démocratie, où on respecte automatiquement les décisions. C'est évidemment un cas d'une démocratie où tout va bien, et dans l'autre cas, il y a automatiquement un problème. J'ajoute quelques réflexions. C'est un argument, si vous voulez, un peu plus historique dans les contextes de l'Europe, mais si j'ose dire, ce n'est pas subjectif quand même. Qu'est-ce que je veux dire? À mon avis, après
la Seconde Guerre mondiale, il y avait d'une certaine façon une convergence autour d'un modèle de la démocratie qu'on pourrait nommer anti-totalitaire. Et c'était surtout le cas en Allemagne et aussi, évidemment, en Italie. Pour eux, pour ceux qui ont construit ce modèle, l'explication du totalitarisme était effectivement que c'était le peuple, les foules, si vous voulez, qui étaient coupables, qui étaient les victimes des démagogues qui étaient séduisés par les leaders totalitaires et forts. Et même, et c'est moins évident, même les parlements étaient coupables d'une certaine façon. Parce que selon ces interprétations, c'était le Reichstag en Allemagne qui donnait tout le pouvoir à Hitler. Et par exemple en France, c'était l'Assemblée nationale qui donnait tout le pouvoir au Pétain. Évidemment, on peut avoir des doutes sur les interprétations, mais c'était très, très répandu comme une manière de s'expliquer les catastrophes politiques du mi-20e siècle. Et la leçon tirée était assez claire. Il faut contraindre le peuple par des cours, mais aussi avec d'autres institutions non élues. Par exemple, des institutions supranationales comme la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour à Strasbourg et aussi, après tout, l'Union européenne. Alors, pour faire bref, on était tenté de plus en plus d'inventer des freins et des contrepoints à cause d'une méfiance profonde en ce qui concerne le caractère démocratique du peuple. Et la leçon était clairement qu'il faut exercer un contrôle sur même les parlements nationaux après ces catastrophes politiques du mi-20e siècle où apparemment, selon ces interprétations, des majorités sans bornes avaient plus ou moins les mains libres. Alors, c'est une interprétation historique, ce n'est pas une interprétation normative, ce n'est pas ma manière de dire, bon, il faut suivre là, mais comme je disais, c'était très, très répandu. En même temps, évidemment, ce n'était pas accepté partout, ce n'était pas accepté, par exemple, en Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Norvège, dans ces pays. On n'a pas vraiment des cours constitutionnels, on n'a pas vraiment cette idée qu'il faut se méfier du peuple parce qu'on n'a pas eu la même histoire avec le fascisme. Comme l'a analysé peut-être notre collègue Marlene Wind, en Finlande et en Suède, par exemple, le contrôle juridictionnel était même explicitement interdit dans les constitutions nationales jusqu'au début des années 2000. Et un autre exemple, la Cour suprême du Danemark n'a annulé qu'une seule fois en 172 ans une décision prise par le Parlement. Une seule fois. Alors, on ne peut pas dire que c'est le modèle européen, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que maintenant nous avons un espace homogène en Europe, ce n'est pas le cas. Mais quand même, il y avait une dynamique, un développement. Et comme je disais la dernière fois, dans les années 70, dans les sociétés, si vous voulez, post-totalitaires, avec l'Espagne, le Portugal et la Grèce, c'était très clair que ces pays ont adopté ce modèle anti-totalitaire. Et ils ont même copié d'une certaine façon la Cour constitutionnelle allemande, d'une certaine façon. Et certainement dans les années 90, avec les pays de l'Est de l'Europe, encore une fois, ils ont adopté ce modèle anti-totalitaire.
Et dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a une convergence, au moins avec quelques pays. Encore une fois, ce n'est pas un argument normatif, mais au moins pour moi, le résultat est quand même, si un pays adopte ce modèle et soudainement on change, on peut poser des questions. On peut poser des questions pourquoi, par exemple, dans quelques pays de l'Europe de l'Est, vous n'êtes plus d'accord avec ce modèle des contraintes assez fortes. Parfait, c'est parfaitement légitime de vouloir devenir plutôt comme le Canada ou Grande-Bretagne, mais quand même, on peut poser des questions. C'est tout. C'est pas décidé par cet argument historique, mais quand même, à mon avis, c'est important. Voilà. Maintenant, je vais vous poser la question cruciale pour notre conférence aujourd'hui. C'est justement si on peut dire qu'après tout, en Pologne et en Hongrie, on a vu une révolte contre le constitutionnalisme et contre, si vous vous souvenez de la théorie de Rand Herschel, la juristocratie. Si ça, c'est vraiment un bon cadre, une bonne théorie pour comprendre ce qui s'est passé dans les années dernières. Et, grande surprise, ma réponse est plutôt non. C'est absolument pas le cas. Pourquoi? Premièrement, d'un point de vue empirique, il n'y avait aucun mandat pour agir contre le constitutionnalisme. On ne peut pas dire que, pour ainsi dire, c'était une chronique d'une mort annoncée, la mort des cours, etc. Pas du tout. On ne peut plus dire, on a déjà discuté ça un peu dans la dernière conférence, on ne peut pas dire non plus qu'on trouve dans ces pays des opinions fortement, clairement plus illibérales. Selon les enquêtes de notre collègue Larry Bartels, non, il n'y a pas vraiment un grand clivage entre l'Ouest et l'Est en ce qui concerne beaucoup des opinions qui touchent l'intégration européenne, le pouvoir des cours, etc., etc. C'est simplement pas vrai. Évidemment, on ne peut pas nier qu'il y a des différences entre les cultures politiques, mais quand même, on ne peut pas dire, bon, chez nous, en France, en Allemagne, évidemment, on a le libéralisme dans le sens anglo-saxon, et chez eux, c'est toujours, comme on dit souvent chez quelques chercheurs, la tentation de l'homme fort, l'amour, les goûts de l'hierarchie, des valeurs conservatrices, etc. Empiriquement, c'est simplement pas le cas. Et encore une fois, il n'y avait aucun mandat parce que les partis, ça veut dire Fidesz en Hongrie et Droit et Justice en Pologne, n'ont pas annoncé leur plan. C'est vrai que Kaczynski, plusieurs fois, disait l'ennemi, je cite, l'ennemi, c'est l'impossibilisme légal. C'est son mot, impossibilisme. Pour dire, bon, la première fois qu'on était au pouvoir, c'était la Cour qui a effectivement détruit notre travail. On ne peut pas accepter une certaine limitation de l'exécutif par les droits. C'était assez clair. Mais en 2015, avant les élections, où il y avait pas mal des inquiétudes, Kaczynski disait clairement « Non, on ne touche pas le système judiciaire ». Et bon, franchement, c'était un mensonge. Orban non plus. Avant les élections cruciales de 2010, aucun plan en ce qui concerne une nouvelle constitution. On a posé la question plusieurs fois. Chaque fois, Orban répondait « Non, il y a d'autres problèmes économiques, etc. » Aucun plan officiel pour légitimer
les changements profonds du système judiciaire, etc. C'est seulement après les élections que Orbán déclare, c'est ce qu'il appelait une révolution par les urnes, et après on prépare une constitution qui est acceptée par un parti seulement, et pas par les autres, sans référendum, sans légitimité plus populaire. Voilà. Deuxièmement, c'est aussi important qu'on n'a pas vraiment créé une démocratie plus participative. Si on est contre le constitutionnalisme, normalement, on pourrait dire, bon, il faut avoir plus de référendums, des choses comme ça, des occasions, des institutions pour le peuple pour participer. Moins des contraintes, si vous voulez. Certes, en Hongrie, il y a c'est ce qu'on appelle les consultations nationales, mais franchement, ce sont effectivement des référendums très, très manipulés, avec des questions très, très suggestives, des questions, effectivement, êtes-vous d'accord avec le grand remplacement? Ce n'est pas exactement ces mots-là, mais effectivement, c'était la question. Et alors, ce n'est pas vraiment une manière de dire, bon, on donne vraiment le pouvoir au peuple. Et c'est ce qui était important aussi, que la constitution de Orbán, maintenant, inclut des éléments très, très substantiels sur, par exemple, des questions financières, sur les budgets, qui, dans les autres pays, sont plutôt une question pour la politique de jour à jour, où on dit non, ça dépend des majorités, ce n'est pas vraiment une chose qui doit être dans une constitution. Ça veut dire, effectivement, on a créé une situation où une majorité différente à l'avenir sera en fait extrêmement contrainte par une constitution qui était établie par seulement un parti. Et en Pologne, c'est aussi très révélateur que la décision sur l'avortement, vous vous souvenez, maintenant il y a beaucoup de restrictions, ça existe seulement en Pologne. Cette décision sur l'avortement, sur ces restrictions, était prise par la Cour constitutionnelle, par le tribunal constitutionnel. Ce n'était pas pris par le Parlement, par le Sejm. Parce que droit et justice, ils savaient très très bien que c'était effectivement une décision pas très très populaire. Alors on ne peut pas dire, bon, on a vraiment donné le pouvoir au peuple, mais non, ils ont décidé pour ces idées assez catholiques. Non, c'est effectivement le contraire. On a donné le pouvoir à une cour qui était capturée par droit et justice. Et j'ajoute quelques réflexions sur le fait que, certainement en Pologne, on a aussi vu une mobilisation, à mon avis, très très impressionnante de la population en faveur des juges et en faveur du système judiciaire. Et je me permets de vous donner quelques exemples. Voilà. Bon, ce n'est pas exactement le peuple, mais quand même, c'est un t-shirt, une chemise très impressionnante. Mais voilà, ça c'est vraiment une mobilisation plutôt populaire. Ça c'est quelqu'un qui avait perdu sa position. Et les mots, ça signifie « nous sommes comme un mur derrière les juges ». Et on a fait ça pour plusieurs juges à l'époque, pour montrer le soutien pour les juges. Voilà, ça, vous voyez. Interwencja i od autu wznowią grę zawodnicy w białych koszulkach. Ładne rozegranie. Tymczasem rywale wyprowadzają swoje piłki. Jedna piłka z prawej, druga z lewej. Atak obydwoma skrzydłami. Sędzia słusznie stosuje przywilej korzyści i gol! 2 naraz! To są te indywidualne zdolności!
Czarne koszulki idą za ciosem, przechwyt. Na powtórce widać brutalne uderzenie w twarz. Oj, dyskusje z sędzią mogą ich słono kosztować. Szarża białych zaraz wyjdzie sam na sam, ale niestety pułapka offside'owa. Tu nie potrzeba waru. Może teraz stały fragment gry, a w murze wszystkich 12 zawodników, no nie wygląda to ciekawie. Tymczasem mamy zmiany. Na boisku pojawi się powiew świeżości. I po co było tak szaleć? Czy biali mogą to jeszcze wygrać? Co tu się dzieje? Może teraz szansa dla białych koszulek na zmianę rezultatu. Niestety nie ma bramki. Nie ma bramki, proszę państwa. Bramki nie ma. Tato, o co w tym chodzi? To normalne, że was to dziwi. Trudno zrozumieć taką grę bez zasad. Ten mecz wygląda tak jak walka o demokrację i praworządność w Polsce, którą my, obywatele, prowadzimy od 2000 dni. Wciąż gramy, chociaż przeciwnik oszukuje i fauluje, ma władzę i komentatorów. Nie poddajemy się, gramy pressingiem, dryblujemy i mimo wszystko wciąż strzelamy bramki. Oni na razie mają przewagę, ale to po naszej stronie są zasady i przyszłość. Nie pozwól, żeby wygrały czarne charaktery. Włącz się w mecz o wszystko. Razem możemy go wygrać! Alors voilà, le titre était 2000 jours sans l'état des droits. Et à mon avis, c'était très effectif. Et je cite à cette occasion la Commission de Venise, l'état des droits ne peut s'imposer que dans un pays dont les habitants se sentent collectivement responsables de faire en sorte qu'il le soit. Et intègre cette responsabilité dans leur propre culture juridique, politique et sociale. Et peut-être ce sont des exemples pour dire, voilà, c'est exactement une manière de prendre cette responsabilité et pour une culture juridique. Bon, je voulais simplement montrer qu'on ne peut pas dire que ce sont les élites, les juges contre le peuple. Évidemment, il y avait une mobilisation populaire pour le système judiciaire. Alors, je termine. Certes, on peut dire que, par exemple, la Cour de justice à Luxembourg, la Cour de l'Union européenne, a trop de pouvoirs. On peut dire que ce n'est pas vraiment une cour neutre, mais une cour qui existe pour approfondir l'intégration européenne. Et on peut critiquer ça. On peut dire que, par exemple, la Cour constitutionnelle hongroise, pendant les années 90, était très influencée par la Cour allemande et que leur logique, à l'époque, était un peu plus les lois sont invalidées par la Cour, plus le pays est démocratique. Parce que la Cour constitutionnelle hongroise, à l'époque, annulait beaucoup des lois. Et en plus, le président de la Cour à l'époque, Laszlo Solyom, a même développé une doctrine très controversée. C'était la doctrine de la Constitution invisible. Ça veut dire, selon les critiques, la Constitution était seulement visible pour M. Solyom et pas pour les autres. Alors ça donne peut-être pas mal de décisions assez arbitraires. On peut critiquer tout ça. On peut aussi dire qu'après 1989, peut-être l'imposition du constitutionnalisme en Europe de l'Est était d'une manière trop technocratique, trop de haut en bas. Encore une fois, on peut dire tout ça. On peut même dire, comme Martin Laughlin par exemple, que, en général, il faut parfois défendre une démocratie majoritaire contre le pouvoir des juges.
on peut dire tout ça. Mais on ne peut pas dire que c'est ce qui s'est développé en Hongrie et en Pologne soit un exemple d'une révolte contre le constitutionnalisme. D'une certaine façon, c'est exactement le contraire. On n'a pas vraiment aboli le constitutionnalisme, on a imposé un constitutionnalisme partisan, si vous voulez, et encore d'une certaine façon plus contraignante. Et c'est aussi à cause de ça que, d'une certaine façon, il était possible pour, et je parle de tout ça dans la prochaine conférence, pour la Commission européenne et la Commission de Venise et d'autres de dire non, on ne peut pas accepter ça comme, si vous voulez, des éléments de la diversité, du pluralisme légitime des démocraties en Europe. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute.